Alors, bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de capacité psychique et entre autres plus particulièrement le déplacement astral. Je vais vous expliquer ce qu'est le déplacement astral. Alors, très peu de gens sont capables de faire du déplacement astral et en plus il y a plusieurs formes de déplacement astral et on peut se méprendre et croire qu'on en fait et confondre ça avec les rêves en fait. Le déplacement astral, c'est la capacité de se dédoubler. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il se dédouble. C'est des films de fiction, c'est du cinéma. Et en fait, non. Notre corps matériel fonctionne grâce à un corps immatériel qui est de l'énergie pure. Une partie de alors nos cellules matérielles contiennent de l'énergie comme un condensateur et vous donne la possibilité de vous séparer en deux parties. Et vous pouvez envoyer votre corps fantôme, on peut appeler ça comme ça, hein, un corps fantôme, c'est-à-dire vous ne pourrez pas le voir physiquement, il est invisible à l'œil nu, mais il se déplace réellement parce qu'il n'est que énergie. Et c'est pas suffisamment énergétique pour produire de la lumière comme le soleil ou des choses comme ça, mais c'est suffisamment énergétique pour avoir une cohérence de reporter tous vos sens à un autre point du lieu où vous êtes. Je vais vous expliquer. Par exemple, vous pouvez être à deux endroits en même temps et penser à deux choses en même temps, tout en gardant la lucidité d'être éveillé le jour. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, être au travail, en train de faire une tâche, et voir ce qui se passe en même temps chez vous. Le facteur vient de poster une lettre, par exemple. Ça fait 15 jours qu'il n'y a rien dans la boîte aux lettres, et vous voyez le postier qui ouvre la porte et qui poste une lettre pendant que vous êtes en train de faire votre travail à l'usine. Voilà, c'est un exemple de déplacement astral, c'est-à-dire parce que quelque chose qui vous concerne s'est produit, automatiquement, par un phénomène de télépathie, votre partie énergétique s'est déplacée instantanément, c'est-à-dire la notion de temps n'existe pas dans le domaine de l'énergie, du déplacement astral, vous vous déplacez instantanément n'importe où dans la galaxie, plutôt sur Terre en général. Ça prend beaucoup moins qu'une seconde, hein, c'est moins qu'un dixième de seconde, c'est instantané, et vous captez des informations, et vous avez le son, l'image, les perceptions sensorielles, comme si vous y étiez. Au niveau de l'image, moi je suis plutôt noir et blanc, les couleurs je m'en fous, donc moi je vois pas, quand je fais un déplacement astral, je ne vois pas les couleurs, rarement, ou alors il faut que j'y ai un intérêt particulier. Puis moi j'ai toujours beaucoup aimé les films en noir et blanc, donc, mais ça c'est propre à chacun. Les propriétés sensorielles du déplacement astral sont surtout liées à notre affection à un certain sens ou pas. Donc c'est un peu, on programme un peu ses sens finalement quelque part. Si on a un fort goût pour les sons ou pour les couleurs, eh bien on pourra les voir et les percevoir mieux que si on ne les a pas. Alors bien sûr, la perception sensorielle est à son maximum au niveau des émotions, mais elle est plutôt atténuée au niveau des autres sens. Le toucher, on ne l'a pas, hein, ça c'est un des sens qui est absent. Mais tout ce qui est sonore, vous pouvez le percevoir. Tout ce qui est image, vous pouvez le percevoir, ce qui est déjà bien suffisant. Et puis tout l'aspect télépathique, c'est-à-dire vous pouvez lire les pensées de la personne qui est à distance et voir ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, etc. Et même ressentir ses émotions par empathie. Donc ça c'est typique du déplacement astral. En fait le déplacement astral c'est rien d'autre qu'une évolution de la télépathie. Si vous faites du déplacement astral, vous êtes forcément télépathique parce que les deux vont vraiment ensemble. Inversement, vous pouvez être télépathe et ne jamais faire de déplacement astral. Donc il y a très peu de gens qui font du déplacement astral, il y a très peu de gens qui divulguent. Et surtout, il ne faut pas dire je fais du déplacement astral parce que j'ai perçu ou ressenti des choses. Parce que dans l'esprit, on peut mélanger beaucoup les choses. On peut confondre ses envies, on peut confondre ses rêves, et on peut confondre... on a aussi parfois des erreurs de pensée. Et puis il y a aussi des pensées réelles. Et comment on fait le tri dans tout ça? Comment on peut vérifier que c'est vrai qu'on a fait un déplacement astral? Par moment, il y a des preuves physiques qui se produisent. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais en train de travailler à l'usine, et tout d'un coup, je me retrouve projeté à l'arrière d'une voiture. Alors, je
faut savoir que quand je me déplace au niveau astral, c'est pas mon corps physique qui s'éteint et qui ferme les yeux et qui s'endort, et puis l'autre qui est éveillé. Non, les deux côtés sont vivants, hein. Les deux côtés sont conscients. Je fais deux tâches simultanément, hein. Le cerveau gère très bien les deux tâches en même temps. Donc je suis projeté derrière une voiture qui roule à folle allure en direction de personnes sur le trottoir. Et j'essaie d'arrêter la personne par télépathie en lui disant que ce qu'elle fait, ça va faire un drame, quoi, pour lui comme pour les autres. Et je suis projeté à l'arrière, et puis avant l'impact, je m'en vais parce que forcément ça fait peur quand vous êtes à une voiture qui fonce vers la foule et puis derrière un mur. Et je suis resté une seconde derrière ce véhicule, donc j'ai été projeté au niveau astral et je suis resté à l'arrière du véhicule pendant une seconde. Sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, ça s'est fait de manière automatique. Et puis voilà, alors moi j'étais en train de travailler, j'étais très surpris d'avoir ces pensées-là qui circulent dans la tête. Dire pourquoi je reçois des... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, c'est une pensée qui vous passe dans la tête comme ça, vous dites bizarre. Et le lendemain, à la radio, j'apprends qu'il y a eu un conducteur fou qui a foncé sur la foule et qui s'est suicidé en tapant dans le mur. Il y a deux personnes. Et je dis, ah bah c'était le truc d'hier. Et c'était tout à fait synchronisé avec ce que j'avais perçu. En fait, j'étais dans l'accident en temps réel, par déplacement astral. Probablement, ma mission, c'était probablement de tenter de l'arrêter, mais ouais, il m'a répondu que c'était trop tard. Effectivement, c'était trop tard, parce qu'au moment où j'étais projeté dans le véhicule à l'arrière, c'était déjà trop tard. Le véhicule était lancé, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité d'éviter l'impact. Il aurait fallu que je sois projeté bien avant pour arriver à convaincre par télépathie le conducteur. Mais en une seconde, pour convaincre quelqu'un, c'est un peu difficile. En moins d'une seconde, parce que le véhicule était lancé. Donc... Voilà, c'est un exemple de preuve, c'est-à-dire vous avez eu une perception et elle est confirmée par les médias. Et le timing est le même. C'est pas un rêve, c'est pas une prémonition, c'était en temps réel et les dates et les descriptions de l'événement correspondent. Et donc vous avez la preuve qu'il s'agit bien d'un déplacement astral, que vous avez perçu des choses en dehors du lieu où vous êtes réellement. Donc ça, c'est typique d'un déplacement astral. Après, il y en a, ils font du déplacement astral quand ils dorment. Mais ça, c'est impossible à vérifier. Ils disent qu'ils vont voyager sur des planètes, etc. et que c'est extrêmement réaliste. C'est matériellement impossible à vérifier. S'ils ne font que du déplacement astral en dormant, c'est peut-être du rêve. Peut-être qu'ils ont une imagination débordante de fiction et que ça leur fait du bien de faire ça, mais c'est pas vérifiable. Donc on ne peut pas affirmer que c'est du déplacement astral tant qu'on ne l'a pas vérifié. Donc c'est quand même c'est un des problèmes de toutes les capacités psychiques en général, c'est qu'il faut pouvoir vérifier que c'est vrai. Et c'est très perturbant, forcément, quand ça vous arrive, et que, en général, ça vous arrive à l'adolescence, au moment de la croissance, vous avez tout un tas de choses assez étonnantes. Et c'est plus perturbant qu'autre chose, parce que vous êtes le seul, de toute façon, à l'avoir, et il n'y aura personne pour vous aider, et puis il y en aura surtout beaucoup pour rire que pour vous aider. Donc c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Et donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes adolescent et que vous commencez à avoir des capacités psychiques ou des choses étranges qui vous arrivent que vous ne comprenez pas, il faut le meilleur comportement à avoir par rapport à ça, c'est de rester calme et serein, de constater et d'observer le phénomène, et d'essayer de vérifier si c'est exact, à l'occasion. Voilà, ça c'est un des points les plus fondamentaux, parce que ça vous permettra de savoir que vous ne perdez pas la boule du tout, qu'au contraire c'est plutôt une bonne chose, une évolution, je dirais, qui est souhaitable, même si c'est un peu difficile parce qu'on est un peu le seul à le faire parmi un grand groupe. Mais c'est une évolution souhaitable parce que après vous allez essayer de voir quel bénéfice vous pouvez en tirer. Donc ça peut être un bénéfice, mais il y a certains qui en font leur métier, donc c'est carrément, pour certains, ça les fait vivre au niveau financier. Mais il y en a d'autres pour qui ça va les aider à prendre des décisions, ou ça va les aider à être en sécurité, par exemple. Par exemple, grâce au cas psychique, on peut anticiper un danger, et donc changer son attitude pour éviter le danger, par exemple. Éviter le danger d'un accident, parce que ça, c'est des choses comme ça. Donc moi, ça c'est surtout spécialisé dans le domaine de la prémonition des accidents, parce que moi j'ai dit qu'est-ce que je peux faire
Donc, la télépathie, ça peut être très pénible, parce que si vous mettez à entendre la pensée de tout le monde, c'est un gros bordel dans votre tête. Donc il faut mettre des filtres, c'est pas possible. Donc il faut un on-off qui est nécessaire. Donc parce que sinon vous n'arrivez même plus à penser pour vous-même, quoi. Si vous mettez à entendre toutes les pensées de tout le monde. Donc la télépathie, c'est nécessaire qu'il y ait un contrôle, que vous maîtrisiez ce sens. Et puis qu'en plus vous vérifiez s'il fonctionne bien au quotidien. Parce que forcément, les capacités psychiques ont des pourcentages d'erreur plus élevés que les 5 sens d'origine. Donc déjà dans les 5 sens, tous ne sont pas à égalité en termes de fiabilité. Donc vous avez le toucher qui est le plus fiable de tous les sens, qui ne se trompe jamais. Quand vous touchez, vous touchez. Ça vous a jamais l'impression d'être touché alors que vous ne touchez rien. C'est un sens extrêmement fiable, le toucher. Les yeux sont sujets à beaucoup d'erreurs à cause des phénomènes optiques, l'aveuglement du soleil. On fait beaucoup d'erreurs avec les yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde plusieurs fois à gauche et à droite avant de traverser une rue, parce que on sait qu'on peut se tromper avec les yeux. Et ceux qui ont trop confiance en leurs yeux, ils finissent écrasés, refus de priorité à droite, des choses comme ça. Ça, c'est les gens trop sur d'eux au niveau de leurs yeux, ça les trahit un jour. L'audition, ça, on a aussi parfois on a des acouphènes, c'est des faux sons. Donc il y a un problème de fiabilité sur les oreilles. Donc tous les sens ne sont pas à 100%. Donc il faut avoir conscience de ça. L'odorat aussi, parfois, on a une confusion entre le gustatif et l'odorat. Et ça crée des fois des erreurs. Donc on sait qu'on fait ces erreurs-là sur les 5 sens, mais il faut bien prendre en compte que quand on a une capacité psychique, ces pourcentages d'erreurs sont plus élevés. Donc il faut mettre en place dans le cerveau un système qui vise à contrôler si la perception est fort, claire et nette, avec un résultat de 100%, et à chaque fois mettre un contrôle, c'est un genre de logique intellectuelle qui permet de savoir, là j'ai perçu quelque chose, mais là c'est pas si sûr. Mettre un pourcentage est-ce que je suis sûr à 60%, ou là je suis sûr à 100%, là, parce que c'était un message fort, clair et net, avec beaucoup d'émotions. Et donc là, en général, quand c'est comme ça, c'est sûr de sûr. Et donc là, ça a bien fonctionné. Et puis parfois ça s'est mélangé aux envies ou à des choses. Et puis c'est moins net. Et donc il faut être très prudent dans son comportement et des choses. Parce qu'il y a des gens qui développent des capacités psychiques, mais ça les rend fous. Leur cerveau n'est pas capable de gérer ces capacités, en fait. Ils n'ont pas réussi à mettre une logique intellectuelle dans ces capacités. Ça les met en souffrance, etc. Et au lieu de les servir, ça va faire l'inverse. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas adopté le bon schéma d'approche intellectuelle par rapport à l'utilisation de ces sens. Il faut bien comprendre que toutes les capacités psychiques qu'on peut avoir chez l'animal, c'est des pourcentages d'erreurs plus élevés que les 5 sens. Et puis alors, le fait de recroiser ça par l'intelligence des 5 sens et puis aussi le raisonnement, ça permet de fiabiliser l'information et de savoir qu'elle est exacte. Et ça permet, et là, après, là, ça vous aide. Ça vous aide vous, ça peut aider les autres, etc. Mais c'est important de toujours revenir vers la réalité et de recroiser les deux choses. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a les indigos, les starseeds, les médiums, sont les gens qui ont fait des NDE, c'est-à-dire des morts et puis qui sont revenus à la vie, sont toute la catégorie des gens qui sont sujets à avoir des capacités psychiques. Alors le pourquoi certains ont des capacités psychiques ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un lien avec le niveau de conscience. Je pense que ça fonctionne beaucoup avec la conscience. Donc plus votre niveau de conscience est élevé, plus vous avez de chances d'avoir des capacités psychiques. Il peut y avoir un phénomène génétique. Il y a des familles entières qui ont des capacités psychiques. C'est transmis génétiquement. C'est des phénomènes... j'ai pas encore fait le tour de la question. Je sais que les capacités psychiques peuvent complètement être annulées par la toxémie. Donc c'est bien un état supérieur de l'intelligence et de la conscience. Ça ne fonctionne que dans un état très reposé. Faut avoir bien dormi. Il y a peu de chances que vous ayez des capacités psychiques, qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire si vous êtes en mauvaise santé ou si vous avez mal dormi, parce que vous n'êtes pas dans un état de disponibilité de l'esprit suffisant. Donc c'est vraiment un état supérieur de l'intelligence et de la conscience. Et voilà, c'est des points, et ça demande beaucoup de temps à apprendre à gérer. Quand vous
quand vous avez des capacités psychiques, par exemple vers l'âge de 8 ans, enfin moi ça a commencé à l'âge de 8 ans, de toute façon à cet âge-là vous pensez qu'à jouer, et jouer, vous ne pourrez pas jouer avec vos capacités psychiques avec vos camarades parce que vous serez le seul, à moins que vous ayez de la chance d'avoir un ami qui en a aussi, et puis vous pourrez jouer avec ça. Et c'est super d'être dans cette situation parce que vous allez pouvoir même muscler vos capacités psychiques et les éduquer encore mieux. Ça, c'est assez formidable. Si vous êtes un enfant qui est très jeune, qui a des capacités psychiques, il y a des écoles spéciales pour ça. Alors, je sais plus, il y a un centre de charge qui s'appelle l'INRES. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, j'ai pas été. Bon, il y en a qui ont participé, bon, qui ont l'air satisfaits. Moi, j'aime pas trop être étudié par ces gens-là. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aurait beaucoup de capacités psychiques très très jeune, c'est intéressant de le mélanger avec d'autres enfants qui en ont parce qu'ils vont pouvoir améliorer leurs capacités et les fiabiliser. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas, bon, à part l'INRES, que je vois pas trop d'écoles qui sont spécialisées pour les enfants psychiques. J'en connais pas. C'est souhaitable. Parce que ce qui se passe, c'est si vous vous rendez compte que vous avez des capacités psychiques, mais que vous ne pouvez pas interagir avec vos amis sur ce domaine-là, vous avez tendance à les détruire, à les neutraliser ou à les abandonner. Et c'est bien dommage. Et puis un jour vous en aurez besoin, et puis quand vous en aurez besoin, comme vous n'avez pas assez travaillé vos capacités quand vous étiez jeune, elles ont perdu en performance, et puis c'est regrettable, quoi. Le jour où vous en aurez besoin. Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc dans la capacité psychique, je peux lister une liste, hein, mais elle peut être longue. Il y en a qui voient, par exemple, les yeux peuvent voir l'immatériel, c'est-à-dire on peut prévoir la mort de nos gens proches, par exemple. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai prédit la mort de mon oncle le jour d'avant, mais j'avais pas compris, en fait. J'ai vu ce qu'on appelle ça, dans le ciel, j'ai vu un spectre dans le ciel, un spectre de la mort, on appelle ça. Donc, ça ressemble beaucoup au spectre qu'on voit dans Harry Potter. J'ai vu que c'était un genre d'être sombre qui est là pour apporter la mort. Ça c'était clairement net dans l'image. Il se déplaçait à environ 40-50 km/h au-dessus de mon terrain, à peu près à 35 mètres de hauteur. Et il allait en direction de Poitiers. Je lui dis, il y a un spectre de la mort qui passe au-dessus de mon terrain, et puis il va en direction de Poitiers. Je lui dis, c'est nouveau, ça. Et le lendemain, l'oncle, il était mort. Et il n'est pas mort de vieillesse, il n'est pas mort d'une maladie, il n'est pas mort d'un accident. Il est mort étrangement. On ne connaît pas la cause, il était en parfaite santé, et puis il a fait une embolie pulmonaire, cause inexpliquée. Je dis tiens, c'est marrant parce qu'il allait dans la même direction. Et puis le lendemain, il est mort. Donc c'était une genre de prémonition finalement. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Hein. Franchement, je comprends pas tout. Il y a des choses. Donc on peut voir l'invisible. On voit des formes invisibles. On peut voir les morts tourner comme des cons autour de leur tombe, par exemple. C'est pour ça que j'aime pas aller dans les cimetières parce qu'il y a des gens qui meurent bien et donc ils restent pas au-dessus de leur tombe à tourner comme des couillons. Et puis il y en a certains, c'est des gens qui ont beaucoup souffert dans la vie, qui sont mal morts, on va dire. Et ils sont têtus, ils refusent d'accepter des situations et d'être évolués au niveau conscience. Et puis ils restent comme des cons à tourner autour de leur tombe, là, en colère. Une espèce de colère qui tourne tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils sont bloqués, en fait. Ils n'arrivent pas à évoluer vers la lumière. Et moi, c'est très agréable pour moi d'aller dans un cimetière parce que il y a toujours au moins une tombe où il y a eu un mort d'il y a 2-3 mois qui est resté bloqué. Et puis vous voyez ça, c'est pas très agréable. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent voilà, mais il y a des choses positives, hein. Par exemple je vais prédire un accident par exemple, vous savez qu'il va vous arriver quelque chose, donc vous faites tout pour éviter que ça se produise en fait. Donc vous vous protégez, vous mettez un casque, vous augmentez la vitesse de vos réflexes en étant attentionné, vous faites des choses comme ça, et ou vous arrêtez, vous faites un décalage temporel, un peu ça. Par exemple, vous prédisez que vous allez avoir un accident en voiture, vous vous arrêtez sur le bord de la route, vous attendez, et vous attendez que la prédiction disparaisse. Et elle va forcément disparaître parce que vous allez désynchroniser dans le temps les événements. L'accident avec lequel vous devez avoir avec la personne, si vous attendez, elle va passer, et donc vous n'aurez pas l'accident. Vous avez modifié le futur par prémonition. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est par exemple, moi j'avais prédit que j'allais me prendre le plafond sur la tête pendant mes travaux.
Mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que ça me paraissait irréaliste. Et je dis, parce que pourquoi le plafond me tomberait dessus, c'est pas possible, il est forcément fixé. Et donc je dis, je vais quand même mettre le casque. Vu que j'ai pas dit, je vais mettre le casque, et puis je vais être prêt à courir vite si j'entends un craquement et puis qui me tombe dessus. Et en fait, j'étais en train de démonter les parois des murs, et ces abrutis, ils avaient pas fixé le plafond, ils l'avaient posé sur les parois. Et donc quand on enlève les parois, les placo, enfin les plaques en bois, etc. Et ben après avoir enlevé ça, subitement, le plafond qui était très lourd, il faisait bien 300 kg, il était en contre-plat, il était en aglo avec par-dessus 20 cm de vermiculite. Et ben brutalement, il s'est cassé en deux et puis il m'est tombé dessus. Alors j'ai couru, mais j'ai pas couru assez vite. Je me suis pris les pieds, le tibia dans la pioche. Je me suis explosé le tibia sur la pioche dans ma fuite. Et le casque, finalement, le plafond s'est arrêté au ras de mon casque, en fait. Donc, bon, ça s'est bien passé, finalement. J'ai pas été assommé à travers le casque, mais j'étais sur les réflexes maximum, mais ça tombe tellement vite qu'en une dixième de seconde, le plafond, il est déjà sur vous, donc vous n'avez pas eu grand-chose de temps pour vous enfuir. Bon, ça s'est quand même produit. Voilà, mais bon, dans les meilleures conditions, on va dire, j'aurais peut-être dû faire attention à dégager un plus ma zone de fuite et pousser la pioche. Ça m'a évité de m'exploser le tibia. Voilà, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui sont plus dramatiques, dont j'ai témoigné sur BTLV, où il y a eu un gros accident à l'Usardiden que j'avais prévu. C'était ma première prédiction, donc j'étais trop jeune, donc j'étais pas capable de gérer cette situation. Maintenant, quand j'ai une prédiction d'accident, je considère que c'est sûr à 100%. Et si c'est pas sûr, tant pis, c'est pas grave. Si je prends trop de précautions, c'est pas grave. Par contre, si j'en prends pas assez, ça peut être dramatique. Donc c'est important. Puis pour les autres aussi, ça marche aussi pour les autres. Bon, en BMX, ça m'amuse des fois beaucoup, mais par exemple, j'en vois un et puis je dis aux autres, tu vas voir, il va tomber, c'est sûr. Et les autres, ils disent pourquoi il tomberait. Bah si, il va tomber, tu vas voir. Et le gars, il se prend une grosse crêpe à plat, tout le monde rigole. Il me dit, mais comment tu le savais? Il dit, je sais pas, j'ai la capacité de... Enfin, ça se voyait qu'il allait se prendre une gamelle. Voilà, c'est tout. Et, mais dans le cadre, par exemple, quand je fais de l'encadrement de petits, je dis non, n'y va pas, tu vas tomber, vas-y pas, c'est pas le moment. Et donc vous le protégez en faisant ça. Voilà, donc ça peut avoir une vraie utilité pour protéger les autres, pour protéger soi, etc. Donc après, il y en a qui ont des capacités psychiques pour d'autres utilités que la sécurité, bien sûr. Voilà, mais il faut toujours considérer quand même qu'il y a un pourcentage d'erreur plus élevé, il faut en tenir compte. Le futur, c'est quelque chose d'assez instable en fait à prévoir. Donc il n'y a pas beaucoup de... Parmi tous les événements futurs qu'on peut prévoir, plus de la moitié d'entre eux peuvent changer. Entre le moment où vous l'avez prédit et au moment où ça va se produire. C'est c'est vraiment le présent qui construit le futur. Donc il y a aussi une partie intellectuelle d'analyse du présent. Et plus on est lucide dans le présent, plus on est capable de comprendre le futur. Et ça, c'est vraiment un état d'évolution de l'homme et de l'humain qui va devenir nécessaire. C'est-à-dire les prochains humains, il va falloir qu'ils soient capables de voir le futur quotidiennement pour éviter de faire des erreurs dans le présent. Ça, c'est un gros fondamental. Et aujourd'hui, on ne gère pas suffisamment le présent en fonction des conséquences dans le futur. La pollution, c'est un premier exemple. Hein. Mais voilà, donc et plus les gens auront conscience du futur en observant le présent, et ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des capacités psychiques, hein, mais c'est quand même c'est beaucoup de l'intelligence, c'est une forme d'évolution d'intelligence. Et plus on pourra réussir à vivre dans l'harmonie sur Terre, hein, et puis durablement surtout. Voilà, donc ça c'est des points d'évolution qui sont très intéressants. Faut pas détester les gens qui ont des capacités psychiques, mais ils ont plus besoin d'être aidés en fait que d'être détestés ou mis à part ou considérés comme fous, etc. C'est qu'il y a des gens pour qui c'est un peu comme un ordinateur. Il y a 5 sens, il y a 5 sens, c'est 5 informations, on va dire, qui arrivent dans le cerveau et qui ont besoin d'être traitées. Si vous rajoutez un 6e sens, vous allez avoir 6 informations traitées dans le cerveau. Voilà, plus il y a de sens, plus vous avez de capacité psychique, plus vous avez de sens. Et plus le cerveau va avoir un nombre d'informations important à traiter. Donc c'est sûr que si intellectuellement vous êtes un peu trop petit, ça va beaucoup gêner.
Surtout qu'en plus, il y a un traitement du pourcentage d'erreur derrière. Donc ça fait pas mal de processus de réflexion d'intelligence. Donc en fait, c'est comme un ordinateur, si vous envoyez trop d'informations sur le processeur, eh ben, il plante. Et chez un humain qui est très intelligent, des capacités psychiques, ça va être assez bien géré. Mais chez un humain qui est moins intelligent, les capacités psychiques, ça va être problématique. Et donc, faut vraiment favoriser le développement de l'intelligence chez les humains parce que ça va permettre vraiment de faire une évolution. Et un des moyens de faire évoluer l'intelligence des humains, pour résoudre tous les problèmes de la société d'une manière générale, ben, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est le premier point de base, c'est une alimentation en conscience, comme j'ai fait dans une vidéo précédente. Les fruits, alors les fruits par exemple, les fruits ça favorise l'intelligence. Il y a une étude qui a été faite sur les singes. Les singes qui mangent des fruits sont plus intelligents que les singes qui mangent des feuilles. Donc on sait aujourd'hui que les fruits rendent intelligents. Donc des gens qui aiment les fruits, qui mangent des fruits souvent, et qui ne sont pas pollués, où il n'y a pas de toxines qui viennent nuire, faire un effet neurotoxique, comme peut faire le fluor par exemple. Le fluor c'est un neurotoxique. Il y a le chlore qui est un petit peu neurotoxique. Il ne faut pas boire du chlore. Il y a plein de choses qui sont neurotoxiques. Il y a un pesticide qui est neurotoxique, etc. Donc le néonicotine, voilà, c'est celui-ci. Le néonicotine est un puissant neurotoxique. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'éliminer l'immunité. Parce que ça ne va pas rendre intelligent. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas que les abeilles que ça tue, ça fait baisser les QI chez les abeilles. On a des maladies graves neurologiques qui se créent autour des gens qui ont balancé ça dans les champs. Hein. On a des épidémies neurotoxiques autour. Il y a des écoles, par exemple, il y a un endroit au Québec où il y a une école qui est construite autour de champs d'agriculture sur lesquels ils ont balancé des nicotines et ils ont plein de problèmes neurotoxiques avec les enfants. Il y a plein de problèmes neuronaux chez les enfants. C'est une espèce d'épidémie dans cette école et on voit bien que c'est dû aux néonicotinoïdes. Donc ça c'est des points extrêmement importants où vraiment il faut développer l'intelligence des humains en améliorant l'environnement en fait, alimentaire, air, eau. Et là on pourra faire évoluer l'humanité de manière correcte. Et plus les humains seront intelligents, plus ils pourront accéder à un niveau de capacité psychique qu'ils pourront gérer avec le plus faible coefficient d'erreur possible. En gros, c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les capacités psychiques. Moi, j'ai des capacités psychiques illimitées. C'est-à-dire, je ne maîtrise pas mes capacités psychiques, mais j'ai mis des règles, en fait. Et je fais des choses extrêmement étonnantes, que même parfois... alors maintenant, j'ai un peu fait l'inventaire de tout ce que je savais faire. Mais je ne contrôle pas, ça se produit quand j'ai besoin, quand j'ai absolument besoin. C'est beaucoup lié à ma motivation. Donc c'est comme s'il fallait beaucoup d'énergie, de volonté pour que ça puisse se produire. C'est sur des émotions fortes, c'est sur des choses un peu particulières, des domaines qui m'intéressent plus que d'autres, des choses comme ça. Mais on peut, par exemple, avec des capacités psychiques, on peut contrôler un ordinateur. Enfin, on peut contrôler une machine informatique à distance. On peut, par exemple, ouvrir un fichier Word sur son ordinateur sans avoir tapé sur le clavier, ni touché à la souris. On peut modifier l'écoulement du temps aussi. Alors ça, c'est un truc beaucoup plus rare. Mais par exemple, dans la vie, vous pouvez être soumis à avoir besoin d'avoir des réflexes pour rattraper un objet qui tombe, par exemple. C'est tout bête. Et puis si cet objet, il a une grande importance pour vous, votre volonté est si forte qu'elle va influencer sur l'écoulement du temps. C'est-à-dire, il va y avoir une bulle temporelle qui va se créer. C'est comme un œuf. Un œuf qui se crée autour de vous, dans lequel le temps ne s'écoule pas à la même vitesse que l'extérieur de l'œuf. C'est créé par des phénomènes de champs électromagnétiques produits par le corps humain. C'est possible, mais il faut une maîtrise intellectuelle. Je ne savais même pas que je savais faire ça. Je l'ai fait une fois, mais je ne veux pas le refaire. Et ça a créé une bulle temporelle autour de moi, et ça m'a permis de me déplacer plus vite que l'accélération gravitationnelle. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont impossibles en termes de réflexe, par exemple. Je vais vous donner un exemple, c'est que si vous faites tomber un objet, vous avez les bras tendus, si cet objet qui est tombé dépasse la longueur de vos bras, quand vous êtes debout, il vous sera impossible de le rattraper. Parce que pour pouvoir le rattraper, il faut fléchir les jambes, et la vitesse de flexion de vos jambes, elle ne peut pas être supérieure à la vitesse de la gravité terrestre, qui est 9,81 Nm/mètre seconde au carré, mètre seconde moins 2 au carré, j'ai oublié les unités.
Enfin, c'est une accélération qui est assez rapide en fait. C'est quand vous sautez d'un plongeoir, vous voyez bien qu'au bout de 5 mètres, vous allez commencer déjà à aller très très vite. Donc l'accélération est assez rapide. Et vos muscles, ils n'ont pas de point d'appui. Vos fléchisseurs, les adducteurs, on appelle ça je crois, même s'ils ont beau à se contracter, vous ne pourrez pas descendre plus vite parce qu'il n'y a pas de, vous n'avez pas d'appui. Pour pouvoir descendre rapidement, il faudrait avoir les mains pour avoir un appui au plafond, pousser avec ses mains le plafond pour descendre plus vite. Mais on n'a pas d'appui quand on fléchit les jambes. Donc vous ne pouvez pas descendre plus vite que la gravité terrestre. Vous pouvez vous entraîner 25 fois, 1000 fois, vous ne pourrez pas rattraper un objet, les bras tendus, si cet objet qui tombe, par exemple vous avez un bras tendu, vous lâchez, je sais pas, une orange, n'importe quoi, une balle de tennis, vous la laissez tomber, vous attendez que la balle ait franchi la distance de vos mains, qu'elle soit, disons, 10 cm après la longueur de votre bras tendu, c'est impossible de la rattraper. En plus, elle a déjà de la vitesse, vous ne pourrez pas la rattraper. Et ben moi, j'ai réussi à rattraper l'objet. Pour vous donner une idée, c'était une poire qui était juteuse, glissante. Elle était arrivée à la hauteur de mon genou. Et j'ai réussi à la rattraper. C'est impossible. On ne peut pas la rattraper. Le seul moyen de la rattraper, c'est de modifier l'écoulement du temps. Et je vous jure que quand la poire est arrivée au niveau du genou, vous n'avez pas un peu de retard, mais vous en avez beaucoup. Et c'est marrant parce que quand je suis dans cet état, je vois les objets se déplacer au ralenti. Donc j'ai le temps de les rattraper en fait. Et donc je sais que ça me le fait au BMX parfois sur les grilles de départ. Et c'est même un élément perturbant. Il faut que j'évite de le faire, mais des fois je ne le fais pas exprès. Mais parce que si je me décale dans le temps, c'est difficile de régler son timing pour que la roue sorte en même temps que la grille tombe. Parce que si le temps ne s'écoule pas toujours à la même vitesse, comment voulez-vous arriver à vous régler dans le timing? Le temps devient variable, donc il n'y a aucun point de repère. Il faut que le temps s'écoule à une vitesse constante. Donc des fois quand je manque d'entraînement en BMX, j'ai cette perturbation qui vient des fois, où je vois la grille qui finalement, je la vois tomber au ralenti. Je dis, je suis encore en train de déformer l'espace-temps et je vais taper dans la grille parce que je vais partir trop vite. Et parce que je la vois descendre au ralenti, du coup je pousse toujours aussi fort, mais comme j'ai modifié l'espace-temps dans ma bulle, eh bien, malgré que la grille est déjà lâchée et qu'elle a une moitié de sa distance, eh bien, je trouve quand même moyen de taper dedans. Alors que c'est une grille qui tombe super vite. Normalement, quand elle a la moitié de la descente, c'est plus possible de taper dedans. Ben, ça m'est arrivé plusieurs fois de taper dedans. Et je sais que ça m'arrive parce que c'est à cause de cette distorsion temporelle que je crée involontairement. Par motivation et puis aussi par mon entraînement. Parce que quand on est entraîné, on contrôle tous les paramètres, on reste dans un état toujours le même. On fait un processus de timing, on appelle ça le timing, très précis et on est régulier. Je sais que j'étais très bon au départ quand j'étais bien entraîné, mais si je me mets faire de la distorsion temporelle, je tape dans la grille, c'est systématique. Donc ça c'est une catastrophe. Je pars trop vite. Donc voilà, et donc on peut faire des choses assez extraordinaires par capacité psychique. On n'imagine pas à quel point on peut modifier les choses, parce qu'en fait l'électromagnétisme c'est une science qui est encore très très mal connue. Ces capacités psychiques, c'est pas de la magie, c'est de la science en fait, et c'est de la science qu'on n'a pas encore découvert, et où en fait les corps humains sont capables de générer des champs électromagnétiques qui, par courant induit, peuvent contrôler les machines, peuvent contrôler l'écoulement du temps, peuvent contrôler même les pensées des gens, même la matière elle-même. On peut presque contrôler la structure de résistance de la matière, etc. Il y a plein d'applications possibles. Mais c'est réservé à très peu de personnes dans le monde d'abord, et ça demande un grand niveau d'intelligence et pour savoir gérer ça. Et c'est vrai que dans un environnement qui se dégrade tout le temps, l'intelligence a tendance à diminuer dans nos sociétés forcément. Donc il faut apprendre à échapper à toute cette pollution, etc. pour pouvoir gérer correctement nos capacités. Donc moi maintenant, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très motivé à avoir une hygiène de vie de plus en plus irréprochable et stricte, et disons apprendre l'abstinence, ne pas céder à la gourmandise, les choses comme ça, ne pas s'ingérer, parce que ces capacités psychiques elles ont une très grande utilité en fait. Et la télépathie a des applications très supérieures à celles qu'on imagine. C'est mieux que la télépathie, c'est mieux que l'internet. Sur internet, vous galérez pour avoir un nombre de vues, vous galérez pour avoir un nombre d'abonnés, vous devez fournir énormément d'efforts
pour être vu. Les meilleurs youtubeurs, ils ont mis 3 ans à monter en nombre d'abonnés important, hein, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait sur une vidéo comme ça. Ils ont commencé il y a 20 ans, les plus gros youtubeurs mondiaux, ils ont commencé il y a 20 ans. Et ils sont sans cesse en train de fournir un effort pour pouvoir communiquer avec un grand nombre de gens. Mais en plus, ils communiquent avec 1 million de gens maximum en général. Bon, il y a des chanteurs qui font 1 milliard, hein, certains. Hein. Michael Jackson, il a fait des vues à 1 milliard. Quelques... Mais il y a, il y a- c'est assez, il y a un problème de performance sur Internet pour communiquer. C'est un outil, mais ça vaut pas la télépathie. Il faut savoir que les capacités psychiques, plus l'intelligence humaine va se développer, plus les capacités psychiques pourront se développer, et plus les technologies seront de moins en moins nécessaires. Toutes ces technologies finalement qui sont polluantes, ça répond simplement à une déficience de nos capacités. Alors chez les animaux, la télépathie, ça marche super bien, hein. C'est extrêmement fiable. Moi, il faut avoir des animaux autour de soi, hein, au quotidien. Quand vous avez des poules, des canards, un chien, un chat, une chèvre, un mouton, tout ça. Plus il y a d'animaux autour de vous, plus vous êtes capable d'entrer en communication de manière très précise avec les animaux. Parce que des fois, vous leur parlez, mais quand vous leur parlez, ils ne comprennent pas les mots que vous dites. Par contre, ils vont comprendre l'image télépathique qui va être transmise avec les mots. Et là, ils vont pouvoir obéir à ce que vous dites, etc., et comprendre dans le détail ce que vous dites. Mais c'est parce qu'il y a un message télépathique accompagné de la parole qu'ils vont pouvoir le comprendre. Parce qu'il y a très peu de mots qui sont compris par les canards ou les poules. Si vous voulez pouvoir vous faire... Ils ont donné des ordres et vous faire écouter par un poule et une canard qui ont un petit cerveau, c'est-à-dire qu'il leur faut beaucoup de temps pour comprendre une situation. Ils sont intelligents, mais ça met plus de temps. Donc si vous transmettez un message télépathique, ils vont le comprendre tout de suite. Et donc c'est là que vous voyez quelles sont vos capacités à communiquer par télépathie avec les animaux. C'est un bon entraînement. Les animaux, c'est vraiment un très très bon entraînement parce que eux, c'est des très bons télépathes. C'est leur seul moyen de communication. Ils en ont d'autres, mais c'est vraiment ils sont vraiment obligés de passer par là parce qu'ils n'ont pas la parole. Donc du coup, ils ont beaucoup développé cette partie-là. Moi, je sais que mes capacités télépathiques, ça me permet d'écouter, par exemple, les conversations entre pigeons, par exemple. Qu'est-ce que c'est le problème d'un pigeon C'est ça, c'est rigolo, parce que j'avais fait fuir des pigeons chez moi, parce qu'ils m'embêtaient, ils venaient ils abîmaient, en fait. Et après, il y a eu toute une discussion sociale entre les pigeons par rapport à mon intervention qui avait fait peur aux pigeons, etc. C'est très, très rigolo, voir quels sont leurs soucis de vie au quotidien, en fait. Voilà. Donc c'est la télépathie, c'est vraiment... Puis c'est bien la télépathie dans le sens où ça permet d'effacer tous les mensonges. C'est-à-dire quand il y a des gens qui vous mentent, vous le savez. Vous n'êtes pas obligé de dire... puis vous pouvez en servir pour la négociation, vous pouvez en servir pour plein de choses. Mais ça évite aussi de tomber dans des pièges, les pièges du mensonge, quoi. Et ça, c'est un problème majeur de l'humanité, c'est le mensonge, quoi. Tout le marketing, il y a énormément de mensonges dans l'humanité, hein. On ne se rend pas compte à quel point il y en a. Plus on est télépathe et plus on se rend compte à quel point il y en a. Il y a le marketing commercial, on est fait croire. Il y a toute la structure de la société est un grand mensonge. Bon, je ne veux pas détailler, hein, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui résout le problème, mais voilà. Enfin, c'est vraiment, il faut vraiment aller vers la conclusion à tout ça. Hein, si vous avez des capacités psychiques, soyez zen, c'est pas grave, ça sera un avantage. Il faut les gérer par l'intelligence, vérifier que ce que vous ressentez, c'est vrai et c'est exact. Parfois, pas hésiter à poser des questions. Évitez d'en parler aux autres autour de vous, parce que seuls les gens qui ont aussi des capacités psychiques pourront vous comprendre. Et vous verrez ceux qui en ont d'ailleurs, ce sera assez simple. Mais évitez d'en parler autour de vous, parce que ça va plus vous apporter des problèmes qu'autre chose. Déjà, apprenez à le gérer vous-même, c'est déjà bien un sujet assez compliqué comme ça à gérer. Ça va vous occuper, ça va être passionnant, ça va être extraordinaire. Il faut rester zen par rapport à ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ça demande du temps, c'est des années et des années pour arriver à peu près à comprendre comment ça fonctionne et comment le maîtriser au mieux. Il faut prendre ça comme
un cadeau d'évolution, voilà. C'est plus une chance qu'un malheur, et malheureusement beaucoup de gens le vivent comme un malheur et peuvent le vivre mal toute leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le problème par le bon bout, ils n'ont pas pris ça comme un avantage, ils n'ont pas cherché quel avantage ça pourrait apporter. Donc c'est juste des petits raisonnements comme ça qu'il faut faire, qui peuvent paraître égoïstes au départ, mais c'est pas du tout égoïste, et il faut apprendre à gérer la situation. Et il y a quelque chose aussi qui est important à savoir, c'est que c'est la notion d'échec, c'est-à-dire quand vous avez des capacités psychiques, il va falloir accepter l'échec, parce que euh, parce que d'abord le pourcentage d'erreur est plus élevé, donc il va falloir accepter que vous pouvez vous tromper. Chez certains, c'est difficile à admettre d'avoir tort, donc ça fait des blocages. Mais pour vous donner un exemple, c'est par exemple en BMX, avant d'arriver à sauter et maîtriser correctement une double, eh ben, on va échouer 1000 fois avant d'y arriver. 1000 fois. Mais parce que les sensations de pilotage sont rigolotes et marrantes, eh ben, on oublie qu'on est dans l'échec. Et on réessaye, on réessaye, on réessaye. Mais c'est valable pour tout. Et la maîtrise de ses capacités psychiques, c'est un peu la même chose. Avant d'arriver à espérer maîtriser quelque chose, au moins un peu, eh ben, il va falloir échouer beaucoup avant de réussir. Et donc c'est un processus de répétition. Et si par exemple le plus gros problème souvent des capacités psychiques, c'est la télépathie avec le on-off. C'est-à-dire je ne veux pas entendre les pensées des gens, je ne veux pas ressentir la souffrance de sa maladie, je ne veux pas. Et ben, ce on-off, l'interrupteur, c'est pas le truc que vous avez en premier. Vous allez avoir la télépathie en premier, et le bouton on-off, je ne veux pas percevoir cette information parce qu'elle m'est nuisible, et ben vous ne l'avez pas au départ. Il va falloir la programmer au niveau neuronal. Et pour la programmer au niveau neuronal, les neurones, ils ne se programment pas en 5 minutes. Il va falloir, c'est un système biologique lent, et il va falloir beaucoup répéter, je veux pouvoir arrêter l'information, il me faut un interrupteur on-off pour cette information, je ne veux plus ressentir que lui, il souffre d'un cancer du foie, et puis du coup, moi aussi, j'ai mal au foie, et je souffre autant que lui. Voilà, c'est hyper empathique et une capacité psychique qui vous donne une information de manière très claire et très juste, qui est vraiment bien. Mais c'est-à-dire qu'au moment, dès lors que vous avez eu l'information, vous ne voulez pas que ça dure, que ça vous fasse souffrir pendant des heures, ou même une journée. Et ça peut même être plus. Parce qu'il y a l'interrupteur on-off qui ne s'arrête plus, là. Et puis ça peut même vous rendre malade. Cette hyper-empathie, ça vous fait devenir ce qui est... Eh bien, il faut répéter dans sa tête, il me faut un interrupteur on-off neuronal. Vous l'imaginez dans votre tête. Le cerveau, c'est qu'un arbre de neurones. Hein. C'est comme un vrai arbre, mais avec plein de petites branches et puis des neurones qui sont interconnectés. Eh bien, il va falloir fabriquer ça. Et de la même manière que quand vous faites du déplacement astral, vous pouvez être sujet à un problème, c'est que votre cerveau va percevoir 2 informations en même temps, de 2 environnements différents. Et si votre cerveau il n'est pas bitache, ça va vous créer un énorme problème. Alors moi je suis bitache naturellement parce que il y a certains sports qui naturellement développent ce côté-là. Mais c'est vrai que parfois, moi je me suis rendu compte au début, à l'âge de 20 ans, je me suis rendu compte que mon cerveau, il aiguillait toutes les informations et toutes les informations passaient par un endroit sur le oui, non, j'exécute ou pas. Et il n'y avait qu'un seul péage, on va dire. Le péage qui dit cette information, oui, j'exécute, je vais agir, non, j'exécute pas, et puis tout passait par le même trou. Et quand vous faites un déplacement astral ou certaines tâches, vous avez besoin d'avoir 2 péages, d'avoir double débit. C'est-à-dire, je vais faire 2 choses en même temps, il me faut un oui-non pour 2 choses en même temps. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, je me peigne et je me brosse les dents en même temps, la main droite qui peigne et la main gauche qui se brosse les dents. Là, c'est une opération bitache. Vous gérez 2 informations totalement différentes des 2 mains. Les pianistes, par exemple, qui jouent de la main droite et de la main gauche, c'est bitache. Et pour ça, pour que ça se passe bien au niveau du cerveau, il faut programmer un 2e aiguilleur d'informations sur agir. C'est-à-dire la somme de toutes vos pensées, et à un moment donné, ça va aboutir à un résultat et dire oui, cette information de pensée me plaît, je vais agir, j'ai décidé, oui. Et bien parfois, il faut décider à 2 choses en même temps. C'est pas forcément naturellement programmé dans le cerveau, et il va falloir le programmer. Et ça demande des mois. Normalement, au bout d'un an, vous arrivez à construire un 2e réseau de péage pour gérer 2 informations bitaches en même temps. Ça se gère assez bien hein, chez l'humain. 3 ça m'étonnerait. J'ai plus de doutes, le cerveau me paraît un peu trop petit pour ça.
Mais c'est un point important, c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre cerveau par votre seule et unique volonté en fonction de vos goûts et de vos capacités psychiques. Voilà. Donc il ne faut pas paniquer, ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver, vous allez y arriver, mais vous allez y arriver par la répétition, en programmant votre cerveau par rapport à cette capacité sur comment vous avez envie de la gérer. Et vous pourrez décider de comment vous allez prendre votre cerveau quand vous aurez vu, par exemple, telle capacité psychique, je vais pouvoir en faire ça. Donc ça c'est la première étape. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ah maintenant oui, ça c'est vrai, ça serait bien de faire ça. Et donc ensuite je vais organiser mon cerveau pour pouvoir utiliser ça. Donc par exemple, pour répondre au problème de l'empathie de la maladie de l'autre et de ne pas souffrir de la souffrance de l'autre, oui. Alors la programmation du cerveau c'est ça, c'est oui, je veux être informé qu'il est malade, mais non, je veux pas que ça dure. Donc j'autorise à ce que l'information m'arrive. Donc le canal est ouvert, le canal psychique est toujours ouvert, et dès lors j'ai reçu l'information, sur mon ordre, je ferme le canal de perception sensorielle de cette empathie des maladies par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça à programmer en fait. Et ensuite vous répétez ça 100 fois, 10 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que le cerveau ait créé cet interrupteur biologique qui vous permet de commuter, de fermer ou pas cette capacité sensorielle. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été capables de faire on-off, et ça les rend mais dans un état pitoyable. Ils n'ont pas été capables de... C'est un blocage d'évolution neuronale, c'est-à-dire ils sont bloqués. Alors ça peut être si leur hygiène de vie est mauvaise, ils ont des neurotoxiques dans la tête qui leur empêchent de programmer leur propre cerveau et de sortir de cette spirale. Du coup, cette évolution devient plus un calvaire qu'une qualité parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Ils sont restés dans le stade intermédiaire d'évolution et ils n'ont pas évolué. Et il y a énormément d'indigo, de starseed qui se sont retrouvés dans des situations comme ça, bloqués, parce qu'ils n'ont pas, au moment où ils ont commencé à avoir des perceptions sensorielles, ils appellent ça une ultrasensibilité, mais c'est plus que ça, hein, c'est une forme de télépathie. C'est une hyper-empathie, c'est forcément de la télépathie. Et ils n'ont pas été capables de faire on-off. Du coup, ils souffrent de tout, de ce qui est dans la société. En plus, ils focalisent, ils tournent en rond là-dessus, c'est stupide, quoi. Donc, tous ces sens, ça sert à capter plus d'informations pour prendre de meilleures décisions. Voilà. Donc, c'est vrai que les capacités psychiques, ça peut être assez compliqué à gérer. C'est d'ailleurs, on le voit à travers les médiums. Les médiums ne sont pas toujours capables d'être efficaces, ils se trompent souvent, plus souvent qu'ils ont raison, en fait. Mais leur pourcentage de réussite est plus élevé que les lois du hasard. Ce qui prouve que leurs capacités sont réelles. Donc voilà, donc par exemple, je vais donner un exemple qui peut être très utile pour quelqu'un qui voit l'avenir ou qui est un hyper-télépathe. Si vous êtes trader, c'est formidable d'être un hyper-télépathe. Vous pouvez communiquer instantanément avec tous les gens qui tradent sur une action pour savoir si elle va monter ou baisser à l'avance. Avant même que les gens ils aient appuyé sur leur clavier « j'achète », eux, ils vont déjà être au courant sur la somme de toutes les pensées de toute l'humanité qui va... Alors moi, je l'ai fait une fois, hein, mais c'est extrêmement rare. On peut le faire sur des valeurs très... par exemple, sur Schneider Electric ou sur Air Liquide, par exemple, c'est des valeurs qui sont énormément tradées, donc vous pouvez vous connecter à suffisamment de gens pour avoir une certitude de ça va monter, ça va baisser, par exemple. Donc ça peut servir, mais bon, je conseille d'autres méthodes pour le trading. Il y a des méthodes plus efficaces que... Disons qu'il y a moyen d'avoir un pourcentage plus élevé que ces méthodes-là. Des méthodes qui sont plus mathématiques de gestion c'est la capacité psychique, c'est pas forcément toujours le meilleur choix de gestion. Voilà, il faut s'en servir que s'il n'y a pas d'autre solution en fait. Parce que le pourcentage d'erreurs est plus élevé, donc vous pouvez faire plus des erreurs, mais parfois le signal est fort, clair et net, et donc vous pouvez prendre la bonne décision. Moi ça s'est produit une fois, ça se produit chez moi occasionnellement. Bon, alors je suis pas un grand... ma spécialité c'est pas l'avenir. Hein. C'est pas... moi ce que je fais beaucoup, c'est le déplacement astral, c'est ça que je fais le plus souvent. C'est une espèce de don naturel que j'ai. Parce que comme je suis très curieux de tout, du coup ça s'est développé naturellement.
Je veux toujours savoir qu'est-ce qu'il pense lui, qu'est-ce qu'il fait l'autre, je veux toujours tout comprendre. Donc, toujours beaucoup communiquer. Donc, du coup, ça s'est naturellement développé. Et puis, ça me gêne pas, je trouve ça rigolo. Je crois que c'est une capacité psychique les plus cool et les plus marrantes, c'est le déplacement astral. C'est le truc le plus rigolo qui soit. Voilà. Et puis, c'est pas dangereux du tout, hein, c'est pas vrai. Après, si vous allez communiquer avec des morts et tout ça, c'est autre chose. Hein. C'est différent. Voilà ce que je peux vous dire sur les capacités psychiques. Et puis j'espère que ça vous aura aidé. Bon, si vous avez 50-60 ans, c'est un peu tard pour que ça vous aide, c'est sûr. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Mais si vous êtes jeune et puis que vous avez entre 8 et 20 ans, ça va beaucoup vous aider, les conseils que je viens de vous donner. Voilà, ça vous permettra de voir que vous n'êtes pas tout seul déjà. Et puis comment il va falloir faire pour évoluer. Et puis gérer tout ça. Alors bien sûr, votre processus d'évolution il sera plus long que ceux qui n'ont pas de capacité psychique, hein, parce que vous allez devoir apprendre plus de choses qu'eux. Mais c'est pas très grave, parce que si vous avez ces capacités, votre cerveau pense plus vite que les autres en général. Donc c'est pas grave, c'est passionnant. Voilà, je vous rassure, c'est un avantage. Allez, au revoir. Et puis abonnez-vous, et puis bonne chance. Au revoir.